Alors, ce n'est pas peu dire que c'est pour moi un grand honneur et plaisir de pouvoir présider la session finale de cette journée qui sera suivie, je rappelle à nouveau, d'une discussion générale sur les interventions et sur des autres sujets de cette journée. Cette session me fait penser à un livre qu'a fait paraître cette année Pierre Bayard. Ce livre s'appelle Aurais-je été résistant ou bourreau? Ça raconte les possibilités contrefactuelles. Lorsque j'étais étudiant, au début des années 70, j'admirais beaucoup l'auteur dont Jacques Bouvresse s'apprête à parler. Je suivais ses cours assidûment dans cette même institution, ici au Collège de France. Si certaines lois dont on a parlé aujourd'hui concernant la bêtise, l'incapacité à changer avaient eu cours, j'aurais continué à rester dans le cours de Michel Foucault. Mais un jour, un minuscule événement, un clinamen s'est produit qui m'a fait subir une épreuve de logique dont Jacques Bouvresse était l'administrateur, pas du Collège de France, mais de l'épreuve de logique. Et ce clinamen m'a fait changer, et donc à ce moment-là, ma voix contrefactuelle, mon uchronie a divergé. Et c'est donc, j'espère, je me suis retrouvé sur les mêmes branchements de monde possible que lui. Et c'est pourquoi je suis particulièrement content de pouvoir lui donner la parole dans ces journées qui sont consacrées à son travail, à sa pensée et à son dialogue avec certains fantômes comme celui-là. Je te remercie, Pascal. Je me trouve dans une situation un peu embarrassante parce que, voulant parler de la question de la vérité chez Foucault, je me suis lancé dans une exploration qui a pris des dimensions tout à fait déraisonnables et qui m'a amené à rédiger un texte extrêmement long, dont je ne pourrais utiliser, ça va sans dire, qu'une partie. Je compte donc sur le président pour m'arrêter lorsqu'il estimera que j'ai suffisamment abusé de la patience de l'auditoire. Alors, pour vous donner une idée du problème dont je voudrais essayer de vous parler, il sera, je crois, utile de commencer par vous dire quelques mots d'une question plus classique et plus ancienne, en citant le début d'un petit article d'Elizabeth Anscombe intitulé « Necessity and Truth », qui a été publié pour la première fois dans le supplément littéraire du Times du 14 février 1965. Vous avez le texte sous les yeux. Ce qui est connu doit être vrai. Par conséquent, on peut facilement avoir l'impression que seul le nécessairement vrai peut être connu. C'est probablement la racine de la conception des Grecs selon laquelle la connaissance est la connaissance de ce qui est vrai de façon immuable. De nos jours, un étudiant débutant apprend très tôt à critiquer le passage de ce qui est connu est nécessairement vrai à seul ce qui est nécessairement vrai est connu. La première proposition est correcte seulement en ce sens que si une chose n'est pas vraie, alors ma certitude qu'elle est le cas, nécessairement, n'est pas une connaissance. Et de cela, rien ne résulte qui impose une restriction quelconque aux objets de la connaissance. Effectivement, la faute logique qui est impliquée dans le raisonnement est d'une espèce suffisamment élémentaire pour pouvoir être facilement reconnue. Mais cela n'a pas empêché certains philosophes traditionnels d'éprouver des difficultés sérieuses à résoudre le problème, surtout quand la question se posait à propos de Dieu, dont il peut sembler légitime de supposer que les seuls objets possibles pour sa connaissance devraient être des choses non seulement vraies, mais nécessairement vraies. Elisabeth Anscombe, dans son article, s'est intéressée spécialement à l'attitude que saint Thomas d'Aquin a adoptée à l'égard de cette difficulté. Elle cite le passage que vous avez sous les yeux. Nous la trouvons présentée, donc la difficulté chez lui, c'est-à-dire chez saint Thomas d'Aquin, sous une forme rehaussée. La connaissance de Dieu ne doit-elle pas être uniquement de ce qui est nécessairement vrai? De sorte que, ou bien il n'y a pas de contingence concernant le futur, ou bien Dieu ne connaît pas tout ce qui va arriver. Citation suite une citation de la Somme, une référence à la Somme théologique. Saint Thomas est effectivement pris en partie dans le piège de l'argument par lequel nous avons commencé. Il se sort de lui sans s'en rendre compte pleinement par un recours à la distinction entre nécessité d'errer et nécessité d'édicto, comme nous l'avons fait, car c'est ce qu'était notre argument.
bien que le point puisse être obscurci par le fait que les res en question, les choses qui sont connues, apparaissent elles-mêmes comme des dictats, tels que tel ou tel gagnera la prochaine élection, connue uniquement de Dieu, ou que je ne trouverai pas trop chaud pour être bu le pot de café qui est à côté de moi, bien connu de moi, la compatibilité entre la contingence, la non-nécessité de ces res connus et la nécessité des dictos, ce qui est connu est vrai, est la vraie façon de sortir du piège, mais on y entre à nouveau tout droit, d'une façon comme celle-ci. Le fait de la connaissance d'une telle contingence ne doit-il pas être lui-même également contingent? Autrement dit, ne doit-il pas être toujours possible que se révèle être fausse la proposition qui énonce que la façon dont les choses tourneront est connue comme étant celle dont elles tourneront, car étant contingente, cette chose peut ne pas arriver. Alors on peut remarquer à ce propos que Leibniz a rencontré lui aussi le problème qui a trait au fait que la connaissance que l'on peut avoir de la vérité des propositions contingentes est une connaissance qui ne peut elle aussi être possédée que de façon contingente. S'il se trouve que la proposition connue pourrait être fausse, il se pourrait qu'il soit également faux qu'elle est connue, aussi certain que l'on puisse être pour l'instant de la connaître. Il peut donc y avoir un problème concernant la façon dont Dieu connaît les propositions de cette sorte, les propositions, en particulier les propositions contingentes portant sur le futur, et il en est question notamment de cette difficulté dans la correspondance de Leibniz avec Arnaud. Elisabeth Anscombe note que saint Thomas avait mis le doigt sur la solution de ces difficultés avec la distinction entre la nécessité des dictos vrais, ce qui est connu est vrai, donc quelque chose, si X est connu, X est vrai, et la déclaration des ré fausse, ce qui est connu est nécessaire. Et cela peut être appliqué à la connaissance humaine tout autant qu'à la connaissance divine. La connaissance n'est pas restreinte à ce dont il n'est pas imaginable qu'il puisse se révéler être erroné. Étant donné qu'il n'y a pas de raison plus spécifique de refuser le titre de connaissance à mon affirmation que quelque chose est vrai, il est suffisant que l'affirmation ne se révèle pas être erronée. Il se peut que je puisse concevoir des circonstances qui démontreraient que j'ai tort. Cela ne montre pas que je peux avoir tort. George Edward Moore s'est efforcé de parvenir à cette conclusion dans ces dernières années, mais le sentiment qu'il avait était de n'avoir pas réussi à l'obtenir de façon satisfaisante. Alors on peut cependant, observe Elisabeth Anscombe, on peut cependant envisager une objection qui prendrait la forme suivante. Mais dire à quelqu'un, si le café peut s'avérer être chaud en fin de compte, alors vous pouvez avoir tort en disant qu'il ne le sera pas. Donc vous aurez tort si vous aviez dit qu'il ne le serait pas, en tablant sur l'impression que vous aviez de le savoir. Eh bien, s'il s'avère qu'il est chaud, j'admettrai que je ne savais pas qu'il ne le serait pas, mais je dis qu'il ne le sera pas. Et pourquoi le fait qu'il soit possible d'imaginer que j'ai tort devrait-il prouver que je ne sais pas, dans le cas où il s'avère que j'ai eu raison? Mais cela rend toute démonstration du fait que vous connaissez susceptible d'être réfutée si, à l'examen, il s'avère que le café était chaud. C'est ainsi, je ne peux pas avoir de meilleure démonstration du fait que je sais que le café ne sera pas chaud que je n'en peux avoir du fait que le café ne sera pas chaud. Et aucune démonstration de cela ne résisterait au fait qu'il s'avère réellement qu'il est chaud. Mais, c'est à nouveau l'objecteur qui parle, mais les raisons pour la connaissance présente doivent être des raisons présentes, et si celles-ci ne prouvent pas l'assertion future contingente, la connaissance prétendue n'est pas une connaissance. Cela revient à nouveau à exiger que l'objet de la connaissance soit nécessaire. Rien de cela ne montre que je ne connais pas à présent. Alors en d'autres termes, et peut-être en termes un peu plus clairs, quand j'affirme que je sais que P, les preuves que j'ai de la réalité de la connaissance que je prétends avoir de P ne peuvent pas être plus fortes et n'ont pas besoin d'être plus fortes que celles que j'ai de la vérité de P. Et il n'est pas nécessaire qu'elles excluent entièrement la possibilité que P soit faux. Je peux donc parfaitement être fondé actuellement à affirmer que je sais que P, en dépit du fait qu'à un stade ultérieur de l'évolution de la connaissance, P se révélera peut-être faux. La conclusion à tirer de cela la conclusion à tirer de cela sera que je ne savais pas réellement que P, mais elle sera que je croyais simplement le savoir. Cette croyance, cependant, n'est pas nécessairement infondée. Je veux dire la croyance que je savais que P. Donc cette croyance n'est pas nécessairement infondée et il est tout à fait possible que j'ai eu de bonnes raisons de formuler cette croyance la croyance que je savais au moment où je l'ai fait. Si on adopte sur cette question un point de vue popperien, on devrait même dire en théorie que nous savons d'ores et déjà, ou en tout cas devrions savoir, que non seulement
certaines des choses que nous connaissons, mais même presque toutes se révéleront à un moment donné bel et bien être fausses. Mais ce qu'il faut conclure de cela n'est pas que nous ne savons pas et ne saurons jamais. C'est uniquement que même si nous réussissons à savoir, nous ne pourrons jamais être tout à fait certains de l'avoir fait effectivement. C'est-à-dire nous ne pourrons jamais être tout à fait certains d'avoir réussi à savoir effectivement, même si dans les faits nous savons bel et bien. C'est-à-dire si la proposition si les propositions concernées sont vraies et si nous avons en outre les meilleures raisons possibles de les considérer comme vraies. Vous voyez cette citation très remarquable de Popper. La science est recherche de la vérité et il est parfaitement possible que bien de nos théories, enfin que nombre de nos théories en fait soient vraies. Toutefois, même si tel est le cas, nous ne pouvons jamais le savoir de façon certaine. Donc aussi longtemps qu'il subsiste une possibilité pour les propositions concernées d'être fausses, évidemment, nous ne pouvons pas être tout à fait certains de savoir. Mais ça ne veut pas dire que... Ça veut dire simplement que nous ne pouvons pas être tout à fait certains de savoir. Ça ne veut pas dire que, dans les faits, nous ne réussissons pas effectivement, au moins dans certains cas, à savoir. Alors j'aimerais citer à ce propos deux remarques de Wittgenstein. Dans De la certitude, Wittgenstein dit ceci: « Je sais semble décrire un état de choses qui garantit le su comme fait. » Effectivement, de je sais que P, il semble résulter que P est vrai ou que P est un fait. Pour moi en tout cas. On oublie justement toujours l'expression « je croyais que je le savais ». Donc une des caractéristiques du savoir, c'est le fait qu'on peut croire et croire à tort que l'on sait, alors qu'en réalité on ne sait pas. Et il résulte de cela évidemment une obligation de faire autant que possible une différence entre savoir et croire, faire réellement une différence entre savoir et croire seulement que l'on sait. Les choses, dit Wittgenstein, ne sont en effet pas telles que la déclaration d'autrui. Je sais que les choses sont ainsi, que de cette déclaration, on pourrait déduire la proposition « les choses sont ainsi ». Donc si quelqu'un me dit « je sais que les choses sont ainsi », je n'en déduirai pas forcément que les choses sont ainsi. Pas plus qu'on ne pourrait le déduire de la déclaration et du fait qu'elle n'est pas un mensonge. Mais ne puis-je pas de ma déclaration « je sais » déduire « il en est ainsi ». Donc si c'est moi qui dis « je sais que P », effectivement je suis obligé d'accepter la conséquence qui semble résulter de cela, à savoir que effectivement P, les choses sont comme le P dit qu'elles sont. De la même façon, dit Wittgenstein, de la même façon, de la proposition « il sait qu'il y a là une main », on peut déduire « il y a là une main ». C'est une allusion à la fameuse réfutation de l'idéalisme de Moore. Mais de la déclaration, la déclaration d'une tierce personne, je sais, il ne suit pas qu'il le sait. Il est possible qu'il croit seulement savoir. Si je me suis un peu attardé sur ces questions, un peu scolastiques, avez-vous probablement pensé, c'est parce que si l'on en croit Foucault, Kant s'est trouvé aux prises avec un dilemme dont Nietzsche n'est parvenu à se sortir qu'en procédant à ce qu'on peut appeler, l'expression est de Foucault, la désimplication de la connaissance et de la vérité. C'est l'expression qu'il utilise dans le texte de ses leçons sur la volonté de savoir, donc qui sont le texte de la première année de cours qu'il a donné au Collège de France, donc en 1970-1971. Alors, ça semble signifier que, alors que des philosophes comme saint Thomas d'Aquin ou Leibniz étaient encore aux prises avec un problème qu'on pourrait appeler celui de la désimplication de la connaissance et de la nécessité, on a franchi avec Nietzsche une étape supplémentaire beaucoup plus révolutionnaire, qui a consisté à désimpliquer la connaissance et la vérité elle-même. À vrai dire, ce que les discussions que j'ai évoquées en commençant avaient déjà fait apparaître clairement, bien avant que Nietzsche commence à s'occuper de la question, et que le lien logique qui unit, ou qui en tout cas semble unir entre eux les deux concepts de connaissance et de vérité, ne peut pas être de nature telle qu'il oblige à considérer que ce qui est connu ne peut pas ne pas être vrai. Avec ou sans Nietzsche, il n'est pas contestable, et n'a jamais été contesté sérieusement, que de être connu à être vrai, la conséquence est bonne uniquement en ce sens que si nous découvrons qu'une chose dont nous disons que nous la connaissons se trouve être en réalité fausse, nous nous considérons comme obligés d'en conclure que nous ne la connaissions pas véritablement, mais croyions seulement la connaître. Mais ce n'est pas évidemment de ce fait évident, et même relativement trivial, qu'il est question chez Foucault. Foucault, dont on pourrait dire, me semble-t-il, que justement il a tendance à oublier singulièrement, ou en tout cas à considérer comme relativement négligeable, le fait que l'on puisse croire simplement que l'on sait, et que c'est ce qui se passe quand quelqu'un déclare savoir une chose dont il y a par ailleurs des raisons sérieuses de penser qu'elle est fausse.
Ce qui intéresse avant tout Foucault est évidemment la tentative de dissociation beaucoup plus radicale de la connaissance et de la vérité, à laquelle peut sembler se livrer Nietzsche quand il se demande si la vérité est bien l'objet réel et non pas simplement l'objet apparent de la connaissance. Autrement dit, le voile trompeur derrière lequel se dissimule une entreprise qui poursuit en réalité de tout autre objectif. Sur la possibilité de désimpliquer réellement le concept de vérité du concept de connaissance, et sur le fait que c'est une chose que Nietzsche n'a pas seulement essayé de faire, mais a également réussi à faire effectivement, Foucault ne semble pas avoir de doute. Et il va sans dire que le problème que j'ai évoqué au début en citant Elisabeth Anscombe, saint Thomas d'Aquin et Leibniz ne le préoccupe pas un instant. Selon lui, on peut tirer de ce que dit Nietzsche la conclusion que le lien entre la connaissance et la vérité n'est pas de nature conceptuelle et logique, mais seulement de nature contingente et historique. C'est tout au moins de cette façon que je me considère comme autorisé à l'interpréter. Donc le lien est simplement de nature contingente et historique, c'est-à-dire que, en se reportant à Nietzsche, donc on pourrait dire que dans un premier temps, l'humanité a, comme il le dit, comme le dit Nietzsche, dans un passage célèbre et souvent cité au début de Sur la vérité et le mensonge au sens extramoral, dans un premier temps, les animaux intelligents, c'est ce que Nietzsche appelle la fable des animaux intelligents, les animaux intelligents ont inventé la connaissance et seulement plus tard la vérité, qui est aussi une invention, exactement de la même façon que la connaissance. Et il est tout à fait possible que le lien qui n'a pas toujours existé entre la connaissance et la vérité cesse à un moment donné à nouveau d'exister et que nous assistions à l'apparition de formes de connaissance sans vérité et également, je suppose, sans prétention à la vérité. Si l'on suit Nietzsche, il faut admettre, nous dit Foucault, que, je cite, « la vérité survient à la connaissance sans que la connaissance soit destinée à la vérité, sans que la vérité soit l'essence du connaître ». Bon, je ne dirais en aucun cas que la vérité pourrait être l'essence du connaître. La vérité n'est certainement pas l'essence du connaître. Elle a une certaine relation avec la connaissance qu'il faut essayer de clarifier. Mais le sens de cette affirmation est néanmoins tout à fait clair. Alors évidemment, ce qui m'a intrigué chez Foucault, qui vous intriguera, peut-être vous gênera peut-être beaucoup moins, c'est qu'il ne voit absolument... il n'éprouve aucune gêne dans le fait de parler de connaissances fausses, alors que parler de connaissances fausses semble susciter intrinsèquement une difficulté à cause précisément de la relation logique qui semble exister entre je sais que P ou il sait que P et P. Alors j'en viens donc à maintenant une deuxième question que j'ai intitulée la connaissance sans la vérité et la vérité sans vérité. L'idée de vérité sans vérité est une expression de Foucault, dont je vais essayer d'expliquer pourquoi elle me pose également un léger problème. Foucault prend bien entendu soin de préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'admettre que la connaissance a une histoire et que la vérité ne lui est pas donnée au départ, mais constitue seulement le but qu'elle cherche à atteindre et qu'elle n'atteindra peut-être jamais tout à fait. Ce que Nietzsche conteste est justement que la connaissance soit faite pour être la connaissance de la vérité, qu'il y ait ce que Foucault appelle une appartenance d'origine entre la vérité et la connaissance, ce qui est tout à fait normal de dire si on pense que la relation, encore une fois, n'est pas de nature logique ou conceptuelle, que ça c'est les philosophes analytiques qui diraient une chose de ce genre, mais qu'elle est de nature contingente et historique. Alors c'est la raison pour laquelle on commettrait une erreur sérieuse si on supposait que la désimplication de la connaissance et de la vérité dont il est question ici avait déjà été effectuée complètement par le scepticisme. Car le scepticisme ne remet pas en réalité nullement en question l'appartenance l'une à l'autre de la vérité et de la connaissance. Il la réaffirme même d'une certaine façon plus que jamais et conteste seulement que la connaissance puisse jamais réussir à atteindre la vérité. Ce dont il est question chez Foucault est évidemment autre chose, comme le montrent clairement les questions qu'il formule dans les leçons sur la volonté de savoir. Qu'est-ce qu'une connaissance qui ne serait pas d'entrée de jeu connaissance de la vérité ou connaissance s'adressant à la vérité ou connaissance voulant la vérité ? Qu'est-ce qu'une connaissance qui serait non pas suspens ou mise hors circuit de la vérité, mais lieu d'où la vérité émergerait de façon seconde, aléatoire, non essentielle ? Qu'est-ce que l'invention de la vérité ? Quelle est la péripétie qui l'a rendue possible ? Question qui engage ce que sera la connaissance de la vérité. Faut-il l'analyser comme une illusion ou comme une volonté ou comme une structure ? Autrement dit, le rapport de la connaissance à la vérité est-il de l'ordre de l'erreur, id est de la non-vérité, du vouloir ou de la loi ? Qu'est-ce que la connaissance
du jour où elle est devenue la connaissance de la vérité? Et qu'arrive-t-il à la vérité du jour où elle a pris naissance et trouvé son lieu dans la connaissance? Là, oui, la façon dont cette question est formulée suggère que la vérité pourrait être survenue après la connaissance et avoir provoqué une modification dans la nature et dans le concept de la connaissance. Peut-on raconter l'histoire de la vérité, la fable de la vérité? Alors, j'aurais malheureusement pas le temps de... J'ai réfléchi d'assez près à cette question de vous expliquer pourquoi je pense que Foucault, sur ce point, est victime d'ambiguïté fondamentale, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'histoire de la vérité, en réalité, n'est jamais véritablement une histoire de la vérité. C'est plutôt une histoire des critères qui ont été utilisés pour reconnaître et formuler la vérité, ou des procédures qui ont été reconnues, qui ont pu être reconnues successivement comme susceptibles de conduire à la reconnaissance de la vérité, etc. Mais la question de savoir si oui ou non il peut exister une histoire de la vérité elle-même, du concept de vérité elle-même, Bernard Williams conteste explicitement et radicalement qu'il puisse y avoir une histoire du concept de vérité lui-même. On pourrait évidemment être tenté de discuter la position de Williams, mais il faudrait au moins que la question soit posée. Or, elle ne l'est pas chez Foucault. Foucault considère comme allant de soi qu'il y a une histoire de la vérité et qu'il lui a apporté une contribution importante. Alors, je n'aurai pas le temps non plus d'ailleurs de m'attarder autant qu'il le faudrait sur une des caractéristiques les plus remarquables du style de pensée de Foucault, qui consiste dans le fait que s'il est un virtuose du distinguo conceptuel, avec malheureusement une tendance à illustrer de temps à autre la constatation que Goethe fait dans Faust, par la bouche de Méphistophélès, car justement là où manquent les concepts, un mot se présente à point. Je veux dire, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait réellement inventé autant de concepts qu'il a introduit de termes nouveaux pour désigner des concepts. Mais enfin bon, c'est pas ça le point qui m'intéresse particulièrement, qui m'intéresse spécialement. Donc si je fais allusion à ce problème que pose le style de Foucault, c'est parce qu'il a une tendance, tout en multipliant les distinguos conceptuels, à commettre aussi, à utiliser aussi abondamment des tournures elliptiques et à double sens, du genre de la vérité, là où il faudrait dire plutôt le concept de vérité, ou la vérité, là où il faudrait dire plutôt la connaissance de la vérité, voire même la connaissance tout court. C'est-à-dire il a tendance assez fréquemment à utiliser ces expressions comme s'il pouvait, sans inconvénient, être prises l'une pour l'autre. Alors si je vous dis ça, c'est parce que le fait que notre espèce ait peut-être créé, comme le suggère Nietzsche, à un moment donné la connaissance, et inventé la connaissance, et que la connaissance soit supposée normalement être la connaissance de la vérité, n'autorise pas nécessairement à considérer qu'elle a du même coup créé également la vérité elle-même, qui, pour parler comme Foucault, aurait pris naissance à ce moment-là, ou peut-être s'il a pu y avoir réellement pendant un temps une connaissance sans vérité, seulement plus tard. Mais évidemment, dire ce genre de choses, le genre de choses que je suis en train de dire, consiste à adopter à propos de la vérité une conception réaliste naïve qui, pour un héritier de Nietzsche comme Foucault, ne fait plus partie des options possibles et ne mérite vraisemblablement pas d'être regardée d'un peu plus près. Pour en revenir à la question qui nous intéresse réellement, je vais citer ce que dit Nietzsche lui-même dans le livre du philosophe, un ouvrage sur lequel j'aurai à revenir par la suite, parce qu'il a influencé de façon importante, et je crois pas nécessairement très bénéfique, dans les années 70, les réflexions de Foucault sur la question de la vérité. Je dis ça parce que une traduction française donc, de ce livre, le livre du philosophe, par Angèle Crémer-Marietti, qui est paru, je crois, en 69, enfin en tout cas, immédiatement avant que Foucault prononce sa leçon inaugurale, et qui donne sa première année de cours au Collège de France. Alors, dans le livre du philosophe, donc j'ai extrait quelques passages, dont celui-ci, donc Nietzsche qui parle « Vérité comme manteau qui recouvre des mouvements, Regungen, et des instincts, Triebe, tout à fait autres. Le pathos de la vérité se rapporte à la croyance, l'instinct du mensonge fondamental. La vérité est inconnaissable, tout connaissable, apparence, signification de l'art, comme étant celle de l'apparence véridique. » Alors là, pour une raison qui m'échappe, wahrhaftig a été traduit par vraisemblable dans la traduction française. Donc c'est la confusion entre wahrscheinlich et wahrhaftig, c'est véridique ou véras. Enfin, je ne sais pas trop quel est le mot qui conviendrait le mieux. Alors sur ce que pourrait être, aux yeux de Foucault, les mobiles, les buts réels qui se dissimulent derrière la recherche supposée de la vérité,
on trouve une idée, on a une idée très claire de ce à quoi pense Foucault à ce propos-là, dans la façon dont il se représente la situation, quand il en parle dans le texte de sa leçon inaugurale du Collège de France, qui a été publié en 1971 sous le titre « L'ordre du discours ». Et il revient d'ailleurs également sur cette question, et à peu près dans les mêmes termes, au début du cours qu'il a donné au Collège de France un peu plus tard. Alors voici un extrait donc, des leçons, de ces leçons de la première année de cours de Foucault au Collège de France. Il dit ceci: « Il s'agirait de savoir si la volonté de vérité n'exerce pas, par rapport au discours, un rôle d'exclusion, analogue pour une certaine part, et je le veux bien pour une part seulement, à celui que peut jouer l'opposition de la folie et de la raison sur le système des interdits. » Alors je dirais qu'un des problèmes, en termes charitables, c'est qu'on ne sait jamais quelle est exactement cette part. C'est-à-dire, on nous dit bien sûr, on ne peut pas assimiler l'opposition du vrai et du faux à l'opposition de la raison et de la folie. Ce n'est évidemment pas la même chose, mais il y a une ressemblance, et deux choses se ressemblent pour une certaine part qui, à ma connaissance, reste à peu près complètement indéterminée. Alors, autrement dit Foucault, il s'agirait de savoir si la volonté de vérité n'est pas aussi profondément historique que n'importe quel autre système d'exclusion, si elle n'est pas arbitraire comme eux en sa racine, si elle n'est pas modifiable comme eux au cours de l'histoire, si elle ne s'appuie pas comme eux, et si comme eux elle n'est pas sans cesse relancée par tout un réseau institutionnel, et si elle ne forme pas un système de contraintes qui s'exerce non seulement sur d'autres discours, mais sur toute une série d'autres pratiques. Il s'agit en somme de savoir quelles luttes réelles et quels rapports de domination sont engagés dans la volonté de vérité. Donc là, évidemment, c'est une question absolument cruciale et centrale pour Foucault. C'est des liens qui sont susceptibles d'exister entre la volonté de vérité et la volonté de pouvoir, ou en termes nietzschéens, la volonté de puissance. Il est bien connu que pour Nietzsche, il n'y a pas de volonté de vérité. Si on entend par là une volonté de connaître la vérité en tant que telle et pour elle-même, mais seulement une forme de volonté de puissance qui a choisi à travers elle une façon déguisée de s'exercer. Vous voyez par exemple ce que dit Nietzsche dans le livre du philosophe, justement, il n'y a pas d'instinct de la connaissance et de la vérité, mais seulement un instinct de la croyance à la vérité. La connaissance pure est sans instinct. Donc il n'y a pas d'instinct, je ne sais pas s'il faut traduire tribe par pulsion ou par instinct, enfin bon, c'est pas très important, le mot allemand, donc c'est le mot tribe. Il n'y a pas d'instinct qui nous pousse à rechercher la connaissance, c'est-à-dire la vérité pour elle-même. Alors, dans le résumé de son cours, Foucault écrit ceci: « Chez Nietzsche, la connaissance est un effet illusoire de l'affirmation frauduleuse de vérité. La volonté qui les porte l'une et l'autre a ce double caractère. Premièrement, d'être non pas du tout volonté de connaître, mais volonté de puissance. Deuxièmement, de fonder entre connaissance et vérité un rapport de cruauté réciproque et de destruction. La volonté est ce qui dit en voix double et superposée: je veux tellement la vérité que je ne veux pas connaître, et je veux connaître jusqu'à ce point, et jusqu'à une limite telle que je veux qu'il n'y ait plus de vérité. La volonté de puissance est le point d'éclatement où se dénouent et se détruisent l'une l'autre, vérité et connaissance. Mais qu'est-ce que cette volonté de puissance ainsi mise au jour? Une réalité qui a été affranchie de l'être, immuable, éternel, vrai, à savoir le devenir. Et la connaissance qui le dévoile ne dévoile pas l'être, mais une vérité sans vérité. Il y a donc deux vérités sans vérité. Là, il met quand même les guillemets. Donc il y a donc deux vérités sans vérité. La vérité qui est erreur, mensonge, illusion. La vérité qui n'est pas vraie. Et il y a en plus de cela donc la vérité affranchie de cette vérité mensonge, la vérité véridique, la vérité qui n'est pas réciprocable avec l'être. » Fin de citation. Une distinction qui pourrait sembler utile et même indispensable, et qui, dans toutes ces discussions, n'apparaît pour ainsi dire jamais explicitement chez Foucault, est celle que Frege jugeait si important de faire entre l'être vrai, wahr sein, et le tenir pour vrai, für wahr halten, tenir pour vrai ou considérer comme vrai. Dans la façon usuelle de s'exprimer, on dirait que Nietzsche a démontré que la plupart des choses que nous connaissons, que nous reconnaissons comme vraies, et que nous appelons des vérités, et même dans l'hypothèse la plus pessimiste, peut-être toutes, sont en réalité fausses, et constituent par conséquent des erreurs. Ce que nous dit Foucault est: Nietzsche a démontré que nous croyons à tort connaître parce que nous ignorons que ce que nous croyons connaître est en réalité faux. La façon la plus naturelle de rendre compte de cela serait de dire que nous commettons en pareil cas l'erreur de tenir pour vrai quelque chose qui ne l'est pas. Mais ce n'est jamais de cette façon que s'exprime Foucault, qui préfère dans tous les cas parler de vérités qui ne sont pas vraies.
ce qui s'explique très bien si l'on tient compte de la tendance qu'il a également à identifier la vérité à la connaissance, réelle ou supposée, que nous en avons. C'est en effet seulement par la connaissance que nous en avons que la vérité semble acquérir pour lui une réalité, et il s'exprime même assez souvent comme si elle se réduisait en tout et pour tout à cela, ce qui pourrait, à la limite, donc l'obliger à admettre que finalement il n'y a pas d'autre vérité que les vérités connues, ce qui soulèverait quand même un problème réellement considérable. Alors les paradoxes de la volonté de vérité, l'expression est de Foucault, qui ont été formulés par Nietzsche, permettent, selon lui, j'ai reproduit un passage, petit a de poser comme principe que la vérité ne peut pas être prédicat d'elle-même, c'est-à-dire la vérité n'est pas vraie. Non seulement la vérité n'est pas vraie, mais elle ne peut pas être vraie, puisqu'il dit que la vérité ne peut pas être prédicat d'elle-même. Le vrai n'est pas vrai, toute la vérité se déploie dans le non-vrai, il n'y a pas d'ontologie de la vérité. Dans le jugement de prédication, la vérité est, souligné, vraie. Le verbe être a le sens ontologique de la vérité existe. Nietzsche transforme l'affirmation sceptique la vérité n'existe pas dans une série de paradoxes qui dérivent de la proposition la vérité n'est pas vraie. Ça permet donc aussi, ces paradoxes de la vérité permettent, petit b, de distribuer les grandes catégories de la vérité non vraie, à savoir l'illusion, c'est-à-dire la vérité en tant qu'elle est un mode de connaissance, l'erreur, en tant qu'elle est violence faite à la connaissance, donc non-connaître, le mensonge, en tant que cette non-connaissance, lugueux, prétend dissiper l'illusion de toute connaissance alors qu'elle est connaissance. À partir de là, on voit la tâche nietzschéenne, penser l'histoire de la vérité sans s'appuyer sur la vérité, dans un élément où la vérité n'existe pas, cet élément, c'est l'apparence. On peut remarquer, en passant, qu'en toute rigueur, contrairement à la façon dont Foucault la formule, l'affirmation sceptique n'est pas, ou en tout cas ne devrait pas être, la vérité n'existe pas, qui serait une assertion typiquement dogmatique. Il y a une tentative de réfutation fameuse de Bolzano qui s'appuie sur cette constatation. Il n'y a pas de vérité, et par conséquent, il y a au moins une vérité, à savoir qu'il n'y a pas de vérité. Puis en utilisant ce qu'on appelle la loi de Clavius dans le calcul propositionnel, on dit il y a au moins une vérité. À partir de ça, Bolzano arrive à démontrer que s'il y en a une, il y en a une autre, et ainsi de suite. Donc finalement, il y en a une infinité. Donc la véritable, l'assertion sceptique correcte ne devrait pas être, semble-t-il, la vérité n'existe pas non plus du reste, si on raisonne à la façon de Montaigne, comme il s'en est rendu compte, qu'il ne faudrait pas dire en toute rigueur je ne sais pas, parce que ce serait déjà énoncer une certitude contestable d'un point de vue sceptique, puisqu'il suggère de remplacer ça par la question que sais-je, c'est-à-dire ne pas affirmer je ne sais pas, mais s'en tenir plutôt donc simplement à la question que sais-je. Donc ce que dit le sceptique n'est pas qu'il n'y a pas de vérité, parce que pour ce que nous en savons, si on peut dire, il se pourrait après tout très bien qu'il y ait une vérité. Même le sceptique plus radical peut à la rigueur admettre qu'il pourrait y avoir une vérité et qu'il serait indiscutablement important pour nous de réussir à la connaître. Mais c'est pour lui un fait qu'il n'y a pas de vérité que nous soyons parvenus jusqu'à présent à connaître, et pas non plus que nous puissions espérer réussir à connaître. Au lieu d'exprimer cela comme on le ferait de façon moins provocante et plus appropriée, en disant que même ce que nous connaissons, ou en tout cas croyons connaître avec le plus de certitude comme vrai, n'est pas vrai, et par conséquent pas non plus réellement connu, Foucault préfère nous expliquer que la vérité ne peut être prédiquée d'elle-même, et que cet énoncé prédicatif, la vérité n'est pas vrai, est en fait équivalent à un énoncé existentiel, et signifie qu'il n'y a pas de vérité. Pour avoir une chance de réussir à comprendre ce qu'il veut dire exactement, dans le passage que je viens de citer, où il fait un usage assez inhabituel et pour le moins fluctuant de termes comme vérité et connaissance, il faut se souvenir de deux choses qu'il a dites immédiatement auparavant à propos de ce que Nietzsche cherche à faire. Alors ces deux choses sont celles qui sont sous vos yeux. Premièrement, Nietzsche, ça c'est Foucault qui parle, donc Nietzsche place dans la volonté la racine et la raison d'être de la vérité, déplacement important par rapport à la tradition philosophique. Ce déplacement, nous dit Foucault, citation, devrait rendre impossible toute une idéologie du savoir comme effet de la liberté et récompense de la vertu. Deuxième chose à noter, Nietzsche dit à propos de la vérité, dans une remarque de 1887, donc vraiment de la fin, puisque Nietzsche a sombré dans la folie, si je me souviens bien, à peu près au cours de l'année 1888, enfin donc c'est vraiment une remarque qui date de la fin de sa période de lucidité, si on peut l'appeler ainsi. La vérité n'est pas une chose
vous avez également la citation. La vérité n'est pas une chose qui existerait et qu'il s'agirait de trouver, de découvrir, mais une chose qu'il faut créer et qui fournit un nom pour un certain processus, plus encore pour une volonté de faire violence aux faits à l'infini. Introduire la vérité dans les faits par un processus in infinitum, une détermination active, ce n'est pas la venue à la conscience d'une réalité ferme et définie par elle-même, c'est un des noms de la volonté de puissance. Alors, j'ai donné comme référence la référence qu'indique Foucault, parce que je n'ai pas eu le temps de chercher la référence dans l'édition qui fait aujourd'hui autorité, c'est-à-dire l'édition de Colli et Montinari. Alors pour Nietzsche, non seulement il n'y a pas de vérité que nous ayons réussi à atteindre, mais encore il n'y a pas de vérité dont la connaissance s'efforce de nous rapprocher. Ça, c'est aussi un point évidemment important et qui n'est pas contestable. Par exemple, cette remarque, prétendre qu'il y a une vérité, entre guillemets, dont on puisse s'approcher par un procédé quelconque, ou encore nous vivons et nous pensons au milieu des seuls effets de l'illogique dans le non-savoir et le faux savoir. Ça, c'est une citation qui est tirée du livre du philosophe. Donc c'est une illusion de croire que la connaissance, qui repose sur un certain nombre d'erreurs fondamentales qui ont été acceptées au départ, c'est une erreur de croire une illusion de croire que la connaissance peut espérer sortir de ce monde-là, celui de la fausseté, pour entrer dans celui de la vérité et se rapprocher de plus en plus de celle-ci. Nietzsche, par exemple, dit ceci: le connaître est seulement le fait de travailler sur les métaphores les plus... C'est un texte très souvent cité. Le connaître est seulement le fait de travailler sur les métaphores les plus aimées, donc un imité qui n'est plus senti comme imitation, il ne peut donc naturellement pas pénétrer dans le royaume de la vérité. Donc il n'y a pas de moment où on pourrait dire que la connaissance est sortie du royaume de l'erreur dans lequel elle est née pour entrer dans quelque chose qui mériterait d'être appelé le royaume de la vérité. Alors des déclarations de cette sorte, Nietzsche tire la conclusion suivante: si la vérité est violence faite aux choses, elle est bien dans la ligne de la connaissance, elle est un produit ou un effet de la connaissance. Donc j'insiste sur cette formule, sur laquelle la vérité est un produit ou un effet de la connaissance. La vérité n'est pas une source de la connaissance, elle en est un effet. Pas vraiment, en tout cas, une source de la connaissance, ou en tout cas sûrement pas une cause de la connaissance, mais un effet de la connaissance. Elle n'est pas, dit Foucault, la norme, ni la condition, ni le fondement de la justification. Or, s'il est vrai qu'elle est postérieure à la connaissance, si elle survient à partir de la connaissance, et comme violence, elle est violence faite à la connaissance, elle n'est pas la vraie connaissance, elle est une connaissance déformée, torturée, dominée. Elle est une fausse connaissance. Par rapport à la vraie connaissance, elle est un système d'erreurs. Mais en même temps, si elle laisse derrière elle comme antérieure à la vérité tout un processus de connaissance, des connaissances encore privées de vérité, et qu'il faut retravailler pour qu'elles deviennent vraies, voilà qu'elle fait surgir derrière elle un non-vrai. Elle apparaît sur fond d'illusion et comme violence faite aux illusions. Si la vérité est destruction de l'illusion de connaître, si cette destruction se fait au rebours même de la connaissance, et comme destruction de la connaissance elle-même, alors la vérité est mensonge, elle est autre chose que ce qu'elle prétend être, elle n'est point véridique au moment où elle s'énonce comme récompense du connaître. On pourrait dire en termes plus précis et plus clairs, savoir ce qu'il en est réellement à propos de la connaissance elle-même relève d'une forme de connaissance supérieure, plus honnête, qui fait apparaître la première espèce de connaissance comme une illusion, et du même coup la détruit. Il résulte de cela que la vérité que la connaissance au sens ordinaire était supposée avoir reconnue n'en était pas une, et que la connaissance constituait par conséquent un mensonge, puisque c'est elle-même, et non pas simplement telle ou telle connaissance particulière, qui constitue en quelque sorte une erreur volontaire, et que de celui qui affirme une chose dont il sait, ou en tout cas devrait savoir qu'elle est fausse, on a le droit de dire qu'il ment. En l'occurrence, il a commencé par se mentir à lui-même en se persuadant qu'il avait réussi à connaître, et il ment ensuite à ceux auxquels il communique cette connaissance supposée. Alors ce qui frappe en premier lieu dans tous les passages comme celui que je viens de citer et de paraphraser de Foucault est évidemment l'absence à laquelle j'ai déjà fait allusion de toute distinction claire entre la vérité et la connaissance qu'on en a ou n'en a pas, qui conduit à la formulation de paradoxes nietzschéens qui sont censés montrer que, vous les avez sous les yeux, la vérité n'est pas vraie si elle est une connaissance, puisque toute connaissance est une illusion, mais je pense qu'il vaudrait mieux ne pas dire que la vérité est une connaissance, si en tout cas on tient à continuer à parler d'une connaissance de la vérité, et non pas d'une vérité qui est une connaissance, ou d'une connaissance, même s'il est vrai qu'on peut dire plus facilement qu'une connaissance est une vérité. J'admets tout à fait qu'on peut parler de connaissance mathématique et de vérité mathématique en voulant dire à peu près la même chose. Bon. Mais il y a quand même des moments, notamment dans l'analyse philosophique, où il est
il est judicieux, me semble-t-il, d'essayer de préserver autant que possible cette distinction entre la connaissance et la vérité, même dans le cas où il s'agit de vérités qui sont connues. Donc, Foucault dit la vérité n'est pas vraie si elle est une connaissance, puisque toute connaissance est une illusion. La vérité n'est pas vraie dans la mesure où elle est une non-connaissance, puisqu'elle surimpose à la connaissance un système d'erreurs. Enfin, la vérité n'est pas vraie quand elle prétend être une connaissance, elle est mensonge. Fin de citation. Comme on peut s'en rendre compte, alors qu'il s'agissait en principe au départ de désimpliquer l'une de l'autre aussi complètement que cela pouvait être envisagé, la vérité et la connaissance, Foucault procède la plupart du temps comme si on pouvait et même devait identifier purement et simplement la vérité à la seule vérité connue et finalement à la connaissance que l'on en a, alors que dans l'usage qu'on fait habituellement des mots vérité et connaissance, on peut dire de la vérité qu'elle est connue ou ne l'est pas, mais seulement en commettant un abus de langage contestable, même s'il est peut-être commode, qu'elle est une connaissance, que la vérité est une connaissance ou n'en est pas une. Il est vrai que ce que fait Nietzsche, si ce que dit Foucault est vrai, consiste à réimpliquer justement l'une dans l'autre de façon inédite et beaucoup plus radicale qu'on ne l'avait jamais fait auparavant, la connaissance et la vérité, mais en inversant le sens de la subordination et de la dépendance. Puisque la vérité n'est pas une chose dont on pourrait dire qu'elle préexiste à la connaissance et la détermine, mais un simple produit ou effet de celle-ci. Alors, je n'aurai pas le temps de faire les commentaires qu'il faudrait faire à propos de cette expression qui est fréquemment utilisée par Foucault, la production de la vérité. L'expression production de la vérité présente une ambiguïté remarquable qui est en même temps soit un avantage, soit un inconvénient redoutable. Parce que production, ça veut dire à la fois engendrement et mise au jour. C'est-à-dire, production de la vérité, ça peut désigner à la fois l'opération qui consiste à engendrer la vérité, et c'est dans des passages comme ceux que je viens de citer, Foucault semble dire que la vérité résulte de la connaissance comme de sa cause. C'est-à-dire que la connaissance engendre la vérité. Mais production de la vérité pourrait vouloir dire aussi que la connaissance met au jour la vérité, c'est-à-dire la fait apparaître. C'est-à-dire qu'elle est un des processus à travers lesquels se manifeste la connaissance. C'est vraiment une question à la fois importante et redoutable, donc je n'aurai pas le temps de vous parler de façon aussi précise qu'il le faudrait. En tout cas, donc si ce que Foucault dit est exact, la connaissance, on ne peut pas parler donc d'une vérité qui serait susceptible de préexister à la connaissance et de la déterminer, et c'est d'ailleurs, comme on l'a vu dans le dernier passage que j'ai cité, ou un des derniers en tout cas, c'est un effet qui se retourne contre sa cause, puisque la connaissance, en créant la vérité, a introduit une forme de violence dont elle finit par être elle-même victime. Elle finit par être elle-même la victime de cette introduction, de cette apparition de la vérité, parce qu'elle apparaît comme étant une connaissance non vraie. Donc elle est elle-même, à ce moment-là, victime d'une forme de violence. Elle est victime de cette forme de violence au moment où elle est reconnue comme non vraie. Et finalement, la connaissance, puisqu'elle est reconnue comme non vraie, n'est pas plus connaissante que la vérité n'est vraie. Je crois ce qu'on est obligé de dire pour finir. C'est du moins ce que nous devrions, semble-t-il, comprendre en lisant le passage dont je suis en train de vous parler. Autrement dit, ce qu'on a cru pendant longtemps, ce qu'on a cru pendant longtemps et continue la plupart du temps à croire, est qu'il y a la connaissance parce qu'il y a d'abord la vérité que nous cherchons à savoir, et que nous nous trouvons de temps à autre, dans une situation qui nous donne des raisons sérieuses de penser que nous y sommes parvenus, c'est-à-dire que nous avons réussi à savoir. Mais si ce que dit Nietzsche, ou en tout cas ce que Foucault lui fait dire, est vrai, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Il n'y a de vérité que parce qu'il y a de la connaissance, et peut-on ajouter parce qu'il y a le langage, dans lequel, après que nous avons introduit et imposé de façon plus ou moins arbitraire la distinction et l'opposition du vrai et du faux, le langage donc dans lequel sont formulées des propositions que nous appelons vraies. Nous sommes donc invités dans un premier temps à admettre que de la connaissance à la vérité, la conséquence n'est probablement jamais bonne. Non seulement certaines choses que nous connaissons, ou plus exactement dont nous disons que nous les connaissons, peuvent être fausses, mais c'est la connaissance elle-même qui peut résulter d'une falsification et par conséquent être mensongère. Dans un deuxième temps, nous apprenons que la vérité ne doit en réalité son existence qu'à la connaissance que nous en avons, ou en tout cas croyons en avoir. Aristote dit, dans une formule fameuse et très souvent citée, « Ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous sommes dans la vérité. » On ne voit pas très bien si on suit Foucault, où on pourrait chercher et trouver encore une raison qui empêche de dire au contraire que c'est seulement parce que nous disons que tu es blanc, et en tout cas parce que nous disons que nous le savons, et parce que nous disons de cette assertion qu'elle est vraie, c'est pour cette raison que tu es blanc.
Mais Aristote est justement le genre de philosophe qui, même s'il ne le fait pas de façon aussi radicale que Spinoza, dont Foucault nous dit qu'il constitue sur ce point l'adversaire principal auquel Nietzsche se trouve confronté, donc Spinoza est probablement le philosophe qui affirme de la façon la plus claire qui soit, pas seulement dans la théorie de l'idée vraie, hein, en référence à la formule fameuse verum index sui et falsi, mais c'est probablement le philosophe, aux yeux de Nietzsche, hein, c'est vraisemblablement le philosophe qui affirme de la façon la plus claire qui soit cette implication qu'il s'agit de défaire hein, entre la connaissance et la vérité. Alors il y a un autre passage célèbre ce lien n'implique pas seulement l'obligation pour ce dont nous disons qu'il est connu d'être vrai. Si nous apercevons qu'il n'est pas vrai, nous considérons comme tenus de cesser de prétendre que nous le connaissions, mais ça implique, semble-t-il, également la nécessité d'accorder une certaine présomption de vérité, au moins à une partie importante de nos assertions de connaissance. Alors il y a un autre passage célèbre de la métaphysique auquel Foucault fait allusion dans sa discussion, plutôt dans sa discussion non pas tellement d'Aristote, mais de Nietzsche discutant Aristote. C'est le passage que vous avez sous les yeux. L'investigation de la vérité est en un sens difficile et en un autre facile. Ce qui le prouve, c'est que nul ne peut l'atteindre adéquatement ni la manquer tout à fait. Chaque philosophe trouve à dire quelque chose sur la nature en lui-même. Cet apport n'est rien sans doute ou peu de choses pour la vérité, mais l'assemblage de toutes les réflexions produit de féconds résultats. De sorte qu'il en est de la vérité, semble-t-il, comme de ce qu'il nous arrive de dire, en proverbe, qui manquerait une porte. On traduit quelquefois qui ne mettrait pas la flèche dans la porte, hein, pour être un peu plus précis sur l'image utilisée. Considérer ainsi cette recherche serait facile, mais le fait que nous pouvons posséder une vérité dans son ensemble et ne pas atteindre la partie précise que nous visons montre la difficulté de l'entreprise. On peut comprendre cela de la manière suivante. Dans la philosophie, et probablement aussi en général, la connaissance peut manquer son but, en ce sens que certaines connaissances n'atteignent sans doute pas le point précis qu'elles visaient et sont par conséquent fausses. Mais il n'est pas pensable que la connaissance dans son ensemble puisse manquer le but et mettre par conséquent la flèche en dehors de la porte. Ce n'est pas pensable, ne serait-ce que déjà pour la simple raison que cela priverait le concept de connaissance lui-même de toute espèce d'intérêt et d'utilité. Alors c'est une des difficultés que soulève cette suggestion de Foucault qu'on pourrait concevoir. Il y a une possibilité qu'on pourrait concevoir qui est que la connaissance, dans un premier temps, n'ait pas eu de rapport particulier avec la vérité, qui ait eu ensuite une phase dans laquelle être connu impliquait être vrai, c'est-à-dire il y aurait eu une relation d'implication entre la connaissance et la vérité, puis peut-être après, on pourrait en arriver à un stade où le lien serait à nouveau dénoué et on aurait alors affaire à une connaissance, à des formes de connaissances non vraies, voire même fausses. Mais dans ce cas-là, la question cruciale, c'est quel intérêt y aurait-il à conserver le concept de connaissance et à utiliser, au lieu d'utiliser simplement le concept de croyance. Hein, il y aurait des croyances, mais qui seraient libérées de l'obligation d'être vraies, également de l'obligation d'être justifiées. Hein. L'avantage que la notion de croyance a sur la notion de connaissance, c'est évidemment le fait qu'elle est neutre par rapport à la position du vrai et du faux. On peut avoir aussi bien des croyances fausses que des croyances vraies, et également par rapport à l'obligation d'être justifié. Même si ce n'est pas bien du point de vue de l'éthique de la croyance, d'avoir des croyances injustifiées, on peut tout à fait les avoir. Tandis que, évidemment, il n'en aurait pas de même de la connaissance. Alors, je fais cette remarque à propos de cette fameuse fable des animaux intelligents que Nietzsche raconte au début de Sur la vérité, et le mensonge au sens extramoral, et qui semble destiné à nous mettre en garde avant tout contre la tentation de surestimer l'importance de l'épisode de la connaissance. Je crois que ce qui est en cause, ce n'est pas tellement la question de la réalité de la connaissance. Hein, c'est-à-dire, évidemment, Nietzsche a questionné la réalité de la connaissance de bien d'autres façons et dans bien d'autres endroits. Mais dans la fable des animaux intelligents, ce qui est en question, c'est, si vous voulez, le fait que cet épisode de la connaissance pourrait apparaître d'un point de vue cosmique longtemps après, quand tout sera terminé, quand ni vous, ni moi, ni même des êtres humains en général n'existeront plus, on pourrait, s'il y a encore des êtres qui sont capables de se poser la question, ils pourraient se dire, après tout, cet épisode de la connaissance a été quelque chose de totalement insignifiant. Je crois que c'est surtout là-dessus que Nietzsche insiste. Alors vous avez le début de Sur la vérité, le mensonge au sens extramoral, Nietzsche dit en quelques coins écartés de l'univers, répandus dans le flamboiement d'innombrables systèmes solaires, il y eut autrefois une étoile sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus arrogante et la plus mensongère de l'histoire universelle, mais ce ne fut qu'une minute. À peine quelques soupirs de la nature et l'étoile se congela,
les animaux intelligents durent mourir. Telle est la fable que quelqu'un pourrait inventer, sans parvenir cependant à illustrer quelle exception lamentable, combien vague et fugitive, combien vaine et quelconque l'intellect humain constitue au sein de la nature. Donc l'intellect humain constitue peut-être, d'un point de vue cosmique, encore une fois, une exception absolument lamentable, comme dit Nietzsche. Il y eut des éternités dans lesquelles il n'était pas, donc l'intellect humain, et si de nouveau c'en est fait de lui, il ne se sera rien passé, car il n'y a pas pour cet intellect une mission plus vaste qui dépasserait la vie humaine. Et là, évidemment, on peut dire que Nietzsche est quelqu'un qui sait écrire. Ça, c'est pas contestable. Je suis convaincu personnellement que c'est réellement un grand philosophe, mais en fait, c'est aussi un grand écrivain, ça c'est sûr. Mais s'il est difficile de contester que l'épisode de la connaissance, considéré à l'échelle cosmique, pourrait finir par apparaître tout compte fait comme ayant occupé une place insignifiante aussi bien dans le temps que dans l'espace, cela ne nous oblige pas encore, me semble-t-il, à reconnaître, en plus de ça, qu'il pourrait n'avoir pas du tout été ce qu'il prétendait être et avait l'air d'être effectivement, mais une illusion pure et simple. Il s'agit de deux aspects qui sont complètement différents et qu'il y aurait intérêt à tenir rigoureusement séparés. On peut après tout être tenté de dire que nous sommes finalement plus certains du fait que la connaissance aura bel et bien existé que nous ne le sommes des garanties que nous pourrions espérer obtenir si nous avions besoin d'être rassurés sur ce point. Ce n'est pas nécessairement faire preuve de naïveté ou d'arrogance que de constater que les animaux intelligents qui ont inventé la connaissance n'ont pas nécessairement eu tort d'être plus impressionnés par ce qu'ils ont réussi à savoir que par ce qu'ils ont appris en même temps à propos de tout ce qui pourrait sembler rendre non seulement improbable, mais peut-être même impossible, le savoir. Je citais souvent, quand j'étais jeune, une formule de Hao Wang qui m'avait sérieusement marqué, c'est vous l'avez ici, nous en savons plus sur ce que nous savons que sur la manière dont nous le savons. Nous connaissons relativement mieux ce que nous croyons que ce que sont les justifications ultimes de ce que nous croyons. Donc, c'est une façon de dire qu'au fond, nous avons peut-être des raisons d'être beaucoup plus certains de savoir que nous n'en avons, de réussir à obtenir un jour des garanties qui nous certifieraient, qui nous assureraient, de façon absolument parlant, que nous savons réellement. Ça n'empêcherait pas, si vous voulez. Nous n'avons pas de moyens de réussir à être absolument certains que nous savons. Ça ne veut pas dire que nous avons des raisons sérieuses de douter que nous sachions, pour dire les choses de façon un peu sommaire. Donc, en disant que la réalité de la connaissance existante est peut-être en fin de compte plus certaine et plus importante pour la philosophie que la possibilité que même ce dont nous disposons de meilleur, en fait, de connaissances, soit une illusion, il est clair, en disant cela, que nous sommes tout à fait éloignés, vous l'avez compris, de Nietzsche et peut-être plus encore de Foucault. Évidemment, c'est un argument qui ne pourrait impressionner aucun des deux. Alors j'en viens donc à... peut-être j'ai déjà abusé de la clepsydre s'est écoulée, mais il reste encore quelques gouttes. Bon, d'accord. Je voudrais quand même aborder, enfin au moins effleurer, une partie que j'avais intitulée « La volonté du vrai et la volonté de la distinction du vrai et du faux », parce que ça, c'est vraiment un problème tout à fait crucial qui se pose à propos de Foucault. Alors, Foucault a presque depuis le début, donc enfin depuis... Je vous prie de m'excuser, je n'arriverai à vous parler pratiquement que de ce qu'il dit dans l'ordre du discours et dans les leçons sur la volonté de savoir, bien que j'ai exploré quand même également, en particulier le texte d'un certain nombre d'autres cours. Alors, dans le cours sur la volonté de savoir, il distingue donc deux sens auxquels on peut parler de la volonté de vérité. Il dit, quand on parle de la volonté de vérité, parle-t-on de la volonté qui choisit le vrai contre le faux, ou d'une volonté plus radicale qui pose et impose le système vérité-erreur? Est-il question de la volonté de vérité ou de la volonté de savoir? Et qu'en est-il entre ces deux notions de celles qu'on ne peut pas manquer de rencontrer si on analyse l'une ou l'autre? Je veux dire la connaissance. A fixé donc le jeu entre ces trois notions, savoir, vérité, connaissance. Alors je ne m'étendrai pas sur les raisons que Foucault a trouvées et qu'il a exposées ailleurs assez longuement de faire une distinction non seulement entre le savoir et la science, mais également, donc le savoir qui est une notion beaucoup plus large que la notion de savoir est une notion beaucoup plus large que la notion de la science, mais il a éprouvé également le besoin de faire une distinction entre le savoir et la connaissance, et du même coup également entre la volonté de savoir et la volonté de connaître. Alors, c'est une distinction qui, je pense, n'a pas une très grande importance pour ce qui nous intéresse en ce moment, donc je ne vais pas m'y attarder, ce n'est pas le point le plus important. Alors, un peu plus loin, Foucault explique que le problème qui traverse d'une certaine façon tous ceux qu'il a évoqués est le suivant.
Si l'on peut, sous l'histoire des discours vrais, mettre au jour l'histoire d'une certaine volonté du vrai ou du faux, l'histoire d'une certaine volonté de poser le système solidaire du vrai ou du faux. Alors là, évidemment, on touche à un point qui est tout à fait crucial. Pour finir, explique Foucault, si les démarches longues et compliquées qu'il annonce peuvent être effectuées avec succès, on arrivera au résultat suivant. On aura, dit-il, replacé le jeu de la vérité dans le réseau des contraintes et des dominations. La vérité, je devrais dire plutôt le système du vrai et du faux, aura révélé le visage qu'il a depuis si longtemps détourné de nous et qui est celui de la violence. Donc oui, là, c'est vraiment le fait d'avoir posé, comme dit Foucault, ce système et cette opposition du vrai ou du faux qui semble, dans son esprit, constituer la violence initiale. C'est celle qui est responsable, finalement, de toutes les autres. Il faut donc distinguer deux aspects et deux niveaux dans l'intervention de l'arbitraire et l'exercice de la violence. Au fondement du jeu, il y a d'abord l'imposition du système du vrai et du faux à la conception et à la description de la réalité. Et il y a ensuite la décision d'accorder au vrai un avantage et un privilège éminemment discutables, mais qui n'ont jamais été discutés sérieusement par rapport au faux. Alors, ce qui est remarquable dans cette conception, qui peut être qualifiée de volontariste, puisque Foucault le dit explicitement en reprenant les termes de Nietzsche, c'est de la volonté et non de l'intellect qu'ont dépendu ces deux décisions. Donc ce qui est remarquable, c'est la disparition presque complète de toute espèce d'interrogation sur les restrictions et les contraintes qui auraient pu être imposées par la réalité elle-même aux choix qui ont été faits. Toute mention de quelque chose de ce genre serait sans doute soupçonnée immédiatement de relever d'une conception naïvement réaliste de la vérité, dont des philosophes comme Nietzsche et après lui Foucault sont supposés avoir démontré définitivement le caractère intenable. Si on considère les choses naïvement, c'est-à-dire de la façon dont le fait Wittgenstein dans le Tractatus, on dira que le monde est tout ce qui est le cas. Die Welt ist alles, was der Fall ist. S'il y a un système du vrai et du faux qui s'est imposé, c'est parce qu'il y a, semble-t-il, des choses qui sont le cas et d'autres qui ne le sont pas. Une proposition énonce que quelque chose est le cas, et elle est vraie si ce dont elle dit que c'est le cas est effectivement le cas. Et elle est fausse dans le cas contraire. S'il n'y avait pas ce que Foucault appelle le système du vrai ou du faux, on ne pourrait effectivement pas dire de la proposition qu'elle est vraie ou fausse. Mais une fois adopté ce système, dont il y a de bonnes raisons de considérer qu'il ne peut probablement pas être qualifié aussi facilement d'arbitraire que semble le croire Foucault, une fois donc adopter ce système, ce n'est apparemment pas le langage lui-même, mais bel et bien la réalité dont nous parlons en l'utilisant qui décide si ce qu'énonce la proposition est ou non le cas, et c'est une décision qui est encore moins arbitraire que la précédente. Foucault se rend évidemment compte qu'il risque sur ce point de se heurter à des objections sérieuses. Dans le texte de sa leçon inaugurale, donc, qui a été publié sous le titre « L'ordre du discours », après avoir mentionné deux exemples caractéristiques de procédure d'exclusion, l'interdit et la distinction de la raison et de la folie, il exprime le scrupule suivant. Il est peut-être hasardeux de considérer l'opposition du vrai et du faux comme un troisième système d'exclusion à côté de ceux dont je viens de parler. Comment pourrait-on raisonnablement comparer la contrainte de la vérité avec des partages comme ceux-là, des partages qui sont arbitraires au départ, ou qui du moins s'organisent autour de contingences historiques qui sont non seulement modifiables, mais en perpétuel déplacement, qui sont supportés par tout un système d'institutions qui les imposent et les reconduisent, qui ne s'exercent pas enfin sans contrainte, ni une part au moins de violence. Certes, si on se place au niveau d'une proposition, à l'intérieur d'un discours, le partage entre le vrai et le faux n'est ni arbitraire, ni modifiable, ni institutionnel, ni violent, donc là on a l'impression que c'est bien la réalité qui finalement décide, mais si on se place à une autre échelle, si on pose la question de savoir quelle est constamment, à travers nos discours, cette volonté de vérité qui a traversé tant de siècles de notre histoire, ou quel est, dans sa forme très générale, le type de partage qui régit notre volonté de savoir, alors c'est peut-être quelque chose comme un système d'exclusion, système historique, modifiable, institutionnellement contraignant, c'est peut-être un système d'exclusion qu'on voit se dessiner. Si on s'interroge sur ce que la relation de la vérité à la volonté peut conférer d'arbitraire, et par conséquent de modifiable et de changeant à la première, je veux dire à la vérité, il semble qu'il faille distinguer au moins trois aspects, ou trois niveaux. Au niveau le plus superficiel et le plus banal, il y a la volonté de présenter et de faire accepter comme vraies certaines choses, bien qu'elles ne le soient pas forcément, et puissent même être, pour autant que le mot objectivement soit utilisable dans ce contexte, objectivement fausses.
À un niveau plus profond, donc là c'est un exemple typique d'arbitraire et de violence. À un niveau plus profond, il y a la préférence systématique que nous avons décidé d'accorder au vrai par rapport au faux. Le vrai doit être pour la volonté un objet de désir qu'il faut rechercher, et le faux, au contraire, un objet d'aversion qu'il faut fuir. C'est sur ce point que Nietzsche a concentré une bonne partie de sa critique. Pourquoi accordons-nous au vrai, c'est vraiment une question qui est omniprésente chez lui, pourquoi accordons-nous au vrai un tel privilège et un tel avantage, alors que le faux peut nous être lui aussi au plus haut point utile et nous est même, à bien des égards, indispensable. Il y a enfin, pour terminer, le niveau le plus profond, celui qui correspond à la volonté d'introduire et d'utiliser une distinction comme celle du vrai et du faux, à laquelle Foucault semble avoir décidé pour sa part de faire porter le poids le plus décisif quand est posée la question de la part d'arbitraire et de violence que pourrait comporter la relation que nous entretenons avec la vérité. C'est pour le moins surprenant, en tout cas surprenant pour moi. Dans De la certitude, que j'aimerais citer à nouveau, Wittgenstein soulève la question suivante. Est-il faux que dans mon action, je m'oriente selon les lois de la physique ? Dois-je dire que je n'ai pas de bonne raison pour cela ? N'est-ce pas justement ce que nous appelons une bonne raison, entre guillemets ? Supposons que nous rencontrions des gens qui ne considèrent pas cela comme une raison concluante. Ils interrogent par exemple au lieu du physicien un oracle. Et nous les considérons pour cette raison comme primitifs. Est-il faux de leur part d'interroger un oracle et de s'orienter d'après lui ? Si nous appelons cela faux, ne sortons-nous pas déjà de notre jeu de langage pour combattre, le mot est souligné, le leur ? Il est tout à fait possible de dire que le fait de se fier en pareil cas aux lois de la physique, plutôt qu'à la réponse d'un oracle, comporte une part de contingence. Et même, si l'on tient à utiliser ce mot, d'arbitraire. Supposons que nous ayons besoin, par exemple, de savoir, pour décider de la façon dont nous devons nous comporter, s'il y aura ou non une éclipse de soleil demain. Des êtres humains différents de nous pourraient trouver préférable de consulter sur ce point un oracle, plutôt que, comme nous le ferons probablement, les lois de l'astronomie, et les êtres de cette sorte pourraient estimer avoir de bonnes raisons de procéder de cette façon. Il se pourrait aussi très bien qu'une part d'hostilité et de violence se manifeste dans une certaine façon de chercher à les convaincre que leur point de vue est erroné et qu'ils devraient plutôt adopter le nôtre. Mais ce qui est en question dans tout cela n'est pas la question de savoir si la proposition qui énonce qu'il y aura demain une éclipse de soleil est vraie ou fausse, un point sur lequel il n'y a pas de désaccord. Mais ce qui est en question, c'est la façon dont on peut espérer parvenir à une décision suffisamment fiable sur ce point. Or, ce n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, la deuxième chose, mais curieusement la première, l'existence d'une distinction et d'une opposition préalablement imposée entre le vrai et le faux qui, pour Foucault, semble constituer le lieu où une forme d'arbitraire et de violence constitutive est fondamentale et susceptible d'intervenir. Dans une démarche comme la sienne, la grande découverte due pour l'essentiel à Nietzsche consiste justement dans le fait que, je cite, « si elle, c'est-à-dire la connaissance, se donne comme connaissance de la vérité, c'est qu'elle produit la vérité par le jeu d'une falsification première et toujours reconduite qui pose la distinction du vrai et du faux. » Voilà, il va véritablement très loin, parce qu'il dit explicitement donc, la falsification première, la falsification initiale et fondamentale, c'est l'imposition de cette distinction du vrai et du faux. Ce n'est pas une certaine façon de l'utiliser qui pourrait effectivement manifester de bien des façons quelque chose qui relève de l'arbitraire et de la violence. Et quelques lignes plus loin, il enfonce à nouveau le clou en expliquant que grâce à Nietzsche, vous avez le passage sous les yeux, excusez-moi, non, pardon, vous l'avez, c'est le deuxième alinéa. Le lien originaire de la connaissance à la vérité, citation de Nietzsche, est dénoué, de Foucault, pardon, est dénoué puisque la vérité n'est en elle, n'est dans la connaissance qu'un effet, et l'effet d'une falsification qui se nomme opposition du vrai et du faux. Là, c'est dit vraiment tout à fait clairement, c'est pas du tout, pas une interprétation de ma part. La falsification la plus grave, dont tout le reste a dépendu, c'est l'opposition du vrai et du faux. Alors on est tenté de dire falsification par rapport à quoi ? C'est-à-dire par rapport à quel genre de vérité ? Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à ce stade, je suis désolé de répéter cet argument archi-classique et d'une banalité désolante, mais c'est bien ce qu'on a envie de répondre, puisqu'il n'y a pas encore de distinction entre le vrai et le faux. De quel droit parle-t-on de falsification ? Ça soulève en tout cas certainement un problème. Alors peut-être si je peux encore disposer juste d'une minute ou deux, j'aimerais vous citer. Le président ne dit rien, je ne sais pas si ça veut dire qu'il approuve, mais j'aimerais vous citer
Donc le passage, enfin le commentaire que Nietzsche fait dans le paragraphe 333, qui est un paragraphe fameux du Gai Savoir, un paragraphe qui s'intitule « Qu'est-ce que connaître ?» Alors c'est un passage qui fait référence à Spinoza, hein, c'est-à-dire au genre de réponse que Spinoza a donné à la question posée, c'est-à-dire qu'est-ce que connaître. Nietzsche écrit ceci: que signifie connaître? Non ridere, non ulgere, neque detestari sed intelligere. Donc ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. C'est cité tellement souvent qu'il ne devrait même pas me donner la peine de traduire. Donc ça, c'est ce que dit Spinoza, de la façon simple et sublime qui est la sienne. Vous voyez qu'il arrive quand même à Nietzsche de rendre vraiment un hommage vibrant à Spinoza. J'ajouterais un hommage vibrant et mérité, ça c'est sûr. Donc, néanmoins, qu'est-ce d'autre que cet intelligere en dernier ressort que la forme dans laquelle justement ces trois choses nous deviennent sensibles tout d'un coup? Un résultat des instincts distincts et se contredisant, de la dérision, de la déploration, de la volonté de maudire. Avant qu'un connaître soit possible, chacun de ces instincts doit avoir exposé d'abord sa conception unilatérale sur une chose ou une occurrence. Après cela est née la lutte de ces trois unilatéralités, et d'elle, de temps à autre, une position médiane, un apaisement, une façon de donner raison des trois côtés, une sorte de justice et de traité. Car grâce à la justice et au traité, tous ces instincts peuvent s'affirmer dans l'existence et avoir raison l'un par rapport à l'autre. Nous, à la conscience desquels ne parviennent que les ultimes scènes de conciliation et règlement de compte de ce long processus, pensons en conséquence qu'intelligérer est quelque chose de conciliateur, de juste, de bon, quelque chose d'essentiellement opposé aux instincts, alors que c'est seulement un certain comportement des instincts les uns à l'égard des autres. La pensée consciente, et notamment celle du philosophe, est le mode de pensée le moins fort, et pour cette raison également celui qui est relativement le plus doux et le plus paisible. Dans la bouche de Nietzsche, c'est assez savoureux. Je veux dire, parler du mode d'exposition philosophique comme étant le mode le plus doux et le plus paisible. Il y a quelqu'un qui savait quelque chose de l'agressivité dont sont capables les philosophes, et c'est bien Nietzsche, était même mieux placé que quiconque pour reconnaître ce genre de choses. Donc la pensée consciente, et notamment celle du philosophe, est le mode de pensée le moins fort, et pour cette raison également celui qui est relativement le plus doux et le plus paisible, et c'est ainsi que le philosophe peut justement être trompé le plus facilement sur la nature du connaître. Alors Foucault commente la réponse que donne Nietzsche à sa question « Qu'est-ce que la connaissance ?» et en particulier celle qu'il donne dans ce passage du Gai Savoir. Il la commente de la façon suivante: « La connaissance est une invention derrière laquelle il y a toute autre chose qu'elle, un jeu d'instinct, d'impulsion, de désir, de peur, de volonté d'appropriation. C'est sur la scène où ils se battent que la connaissance vient à se produire. Elle se produit non comme un effet de leur harmonie, de leur équilibre heureux, mais de leur haine, de leur compromis douteux et provisoire, d'un pacte fragile qu'ils sont toujours prêts à trahir. Elle n'est pas une faculté permanente, elle est un événement, ou du moins une série d'événements. Elle est toujours serve, dépendante, intéressée, non point à elle-même, mais à ce qui est susceptible d'intéresser l'instinct ou les instincts qui la dominent. » Il est exact que Nietzsche présente effectivement parfois la connaissance comme étant le résultat d'un compromis difficile et fragile entre des instincts divers, parmi lesquels on ne peut en trouver aucun, c'est cela le point important, qui puisse être appelé un instinct de vérité. C'est toujours d'autres instincts qui entrent en jeu. Il n'y a aucun instinct qui pourrait être présenté comme étant l'instinct de la vérité. Mais il est important de remarquer, me semble-t-il, que dans ce fameux paragraphe 333 du Gai Savoir, les seuls instincts dont il est question et entre lesquels a été conclu, sans que nous en soyons conscients, le compromis qui conduit à ce que nous appelons la connaissance, les seuls instincts donc sont, si on peut les appeler ainsi, l'instinct de dérision, l'instinct de déploration et l'instinct de malédiction, si on peut utiliser ce terme en relation avec le mot détestari. Et la question que se pose Nietzsche en relation avec Spinoza n'est pas celle de savoir s'il existe ou non réellement un lien essentiel entre la connaissance et la vérité, mais celle de savoir s'il peut exister ou non un mode de connaissance pur et désintéressé, supérieur aux instincts et libéré de leur emprise, exempt de toute espèce de méchanceté et d'agressivité à l'égard de la réalité. La réponse bien connue de Nietzsche, c'est un non catégorique. Dans le paragraphe 37 du Gai Savoir, où il parle des trois erreurs fondamentales que l'on a commises dans les derniers siècles, quand on a essayé de défendre et de justifier la science, la troisième erreur qu'il mentionne est justement celle de Spinoza, celle qui a fait que, citation, on a pensé avoir et aimé dans la science quelque chose de désintéressé, d'inoffensif, d'autosuffisant, de véritablement innocent, dans lequel les instincts mauvais de l'homme ne sont pas du tout impliqués, le motif principal dans
l'âme de Spinoza, qui, en tant que connaissant, se sentait divin. Alors, il y a... Bon, je vais m'arrêter, je te rassure, Pascal. Ça dépend si tu veux lire tout ton paquet, là. Non, c'est tout à fait exclu. Une chose encore, à propos donc de ce problème de que veut-on exactement quand on veut la vérité, étant donné que ce n'est pas la vérité qu'on veut. Alors, il y a une erreur contre laquelle j'aimerais vous mettre en garde, c'est que le fait que ce ne soit pas la vérité qu'on veut ne signifie pas qu'on n'atteint pas la vérité néanmoins. On peut l'atteindre parce qu'elle nous intéresse pour d'autres raisons. Bon, par exemple, on peut chercher la vérité parce que la vérité est utile. Et elle l'est quelquefois. On peut chercher la vérité parce qu'elle peut nous faire plaisir. Et il arrive qu'elle nous fasse plaisir. Il est vrai qu'une bonne proportion des vérités auxquelles nous avons réussi à parvenir sont des vérités peu agréables, qui ont tendance à être démoralisantes plutôt que réconfortantes. On peut chercher la vérité, c'est aussi un point sur lequel, je ne sais pas si je vais retrouver le passage, j'aurais bien aimé vous citer, bon, je crois que je ne vais pas y arriver, mais ce n'est pas grave. Il y a aussi un passage dans lequel Nietzsche dit que, je ne sais plus si c'est dans le Gai Savoir, c'est dans le Gai Savoir ou dans Humain, trop humain. Bon, mais en tout cas, il dit qu'on peut aimer la vérité à cause du sentiment de force que nous procure le fait de l'avoir trouvée, ou en tout cas le fait d'être convaincu que nous l'avons trouvée. Et il dit, la connaissance, ou en tout cas l'impression d'avoir accédé à la connaissance, nous donne un sentiment de supériorité qui est particulièrement agréable. Donc ça peut renforcer, ça peut stimuler et renforcer l'expression de la puissance, et donc, et du même coup, le sentiment de puissance, et donc de donner une satisfaction supplémentaire à la volonté de puissance. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir une multitude de raisons de désirer la vérité, même si ce n'est pas la vérité qu'on désire, quand on dit que c'est elle qu'on désire. C'est-à-dire qu'elle peut, pour les raisons dont je viens d'invoquer quelques-unes, être une chose que nous éprouvons le besoin de rechercher, malgré tout, même si nous nous trompons sur les raisons pour lesquelles nous la recherchons. Donc, ce que ça implique est que, en dépit de tout ce que Nietzsche a dit sur le fait que nous ne voulons jamais la vérité et nous avons bien peu de chances de réussir effectivement à l'atteindre, il n'est pas totalement impossible que nous ayons néanmoins réussi par des chemins qui ne sont pas ceux que nous aurions crus, et à cause de raisons qui ne sont pas des raisons très bonnes, que nous ayons réussi néanmoins à accéder à des vérités d'une certaine sorte, c'est-à-dire que nous ayons bel et bien réussi à connaître, même si ce n'était pas la connaissance elle-même que nous voulions, mais si nous voulions, par exemple, essentiellement et même uniquement les avantages qu'elle est susceptible de nous procurer. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, Nietzsche avait besoin d'une autre ligne d'attaque contre la possibilité que nous connaissions, c'est-à-dire contre la vérité et la connaissance. Alors, cette autre ligne d'attaque, c'est celle qui est développée en particulier dans le livre du philosophe, qui est peut-être, bien que ce soit un écrit de jeunesse, dans lequel Nietzsche défend une position par rapport à laquelle il a ensuite évolué. Enfin, du moins, j'espère qu'il l'a fait, bien qu'il y ait des discussions très vives qui portent sur ces questions. Donc, Nietzsche avait besoin d'une autre ligne d'attaque qui consiste à montrer non pas seulement que la connaissance n'est pas réelle, mais qu'elle est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a rigoureusement, pour des raisons qui développent longuement, en particulier dans le livre du philosophe, il n'y a rigoureusement aucune chance pour que nous puissions connaître. Le problème n'est pas simplement que dans les faits, nous ne pouvons pas être du tout certains de connaître, que selon toute probabilité, nous ne connaissons pas, mais que c'est impossible. Alors là, il faudrait évidemment discuter assez longuement, avoir le temps de discuter assez longuement le genre d'argumentation qu'il utilise, notamment dans le livre du philosophe, mais dont il subsiste quelque chose par la suite, qui consiste en gros à dire qu'on commet déjà une falsification caractérisée simplement lorsqu'on croit reconnaître dans la nature des concepts et des formes. Parce que la première espèce de falsification, et c'est au fond celle-là qui est la plus fondamentale pour lui, c'est celle qui consiste à identifier le non-identique, c'est-à-dire à transformer les ressemblances en identité, ce qui donne naissance à des concepts, à des formes, etc. Alors, pour le jeune Nietzsche, on est déjà donc dans l'erreur, dès le début, et il n'y a aucun espoir de réussir à en sortir, parce que on ne peut pas compter sur la science pour corriger cette erreur initiale, pour la bonne raison que la science continue évidemment à bâtir sur ce genre d'erreurs qui sont au point de départ. C'est-à-dire qu'elle continue à bâtir sur l'identification du non-identique, et pour cause. Ce que fait la science consiste non pas à essayer de connaître la réalité telle qu'elle est,
La science, dit-il, crée un monde conceptualisé, c'est-à-dire schématisé, simplifié, arrangé, de façon à ce qu'il soit un monde dans lequel nous pouvons vivre. Et c'est en cela qu'elle est utile. Mais vous remarquerez que dans ce que dit Nietzsche, c'est aussi un point sur lequel il faut être très attentif, la position que défend Nietzsche est que nous avons besoin à la fois de la science, notamment parce qu'elle est construite largement sur des erreurs utiles, c'est nos erreurs dont nous avons besoin. Nous avons besoin à la fois de la science, et je dirais non pas de l'illusion, mais au moins de certaines formes d'illusion. C'est-à-dire, il y a des illusions qu'il faut défendre, et il y a des illusions qu'il faut détruire, et pour la destruction desquelles la science peut présenter un grand intérêt. Alors, par exemple, il y a des illusions qu'il faut détruire, comme le christianisme, et toutes les religions nihilistes. Et soit dit en passant, Nietzsche, tout en étant plus indulgent pour le bouddhisme, le classe également dans la catégorie des religions nihilistes, parce que c'est des religions du non-vouloir, c'est des religions de l'extinction du vouloir, qui ont pour résultat l'appauvrissement et l'affaiblissement de la volonté de puissance. Mais en revanche, il y a des illusions toniques, fortifiantes, etc. Je m'abstiendrai de donner des exemples, vous pouvez en chercher, qui est extrêmement important de défendre et de préserver. Donc ça, c'est important, parce que Nietzsche ne parle pas de détruire la science, il dit qu'il ne s'agit pas de l'anéantissement de la science, mais de sa maîtrise. Pas question de détruire la science. Il n'est pas question non plus de détruire l'illusion, mais, encore une fois, les illusions ne peuvent pas toutes être traitées de la même façon. Il y a des illusions qui sont positives et productives, et puis il y a des illusions qui ont un effet nihiliste, et c'est le cas en particulier du christianisme. J'ai été absolument sidéré. Je n'avais pas relu depuis longtemps l'Antéchrist. Je ne sais pas si tu as relu ça récemment, mais la violence incroyable du texte, il est de 87, je crois, c'est-à-dire il appartient aussi vraiment à la phase ultime. Et là, évidemment, je pense à ça parce qu'apparemment Wittgenstein l'a lu. Wittgenstein l'a lu pendant la guerre de 14. Il a lu un texte de Nietzsche qui semble être l'Antéchrist. Il fait il y a une ou deux allusions dans les cahiers de cette période-là à Nietzsche. Et il a été visiblement intrigué par cette attitude de Nietzsche à l'égard du christianisme. Et on pourrait dire que lui, il a adopté l'attitude exactement inverse. C'est-à-dire qu'il a défendu le christianisme comme religion du non-vouloir, c'est-à-dire la renonciation à la volonté, ce qui est, au fond, plus proche, pourrait-on dire, de l'interprétation que Schopenhauer donne du christianisme, ce qui est perçu aussi par lui comme la religion du non-vouloir. Mais là, je m'éloigne un peu de mon sujet. Je voulais dire simplement que il faut prendre garde au fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'instinct de connaissance. Nietzsche parle d'ailleurs du reste assez fréquemment d'un instinct de connaissance, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de volonté, en tout cas, de la vérité pour elle-même, qu'il n'y a pas, dans les faits, une recherche de la vérité, même si c'est pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire à cause d'avantages, on pourrait dire collatéraux, presque, que la possession de la vérité nous procure. Bon, j'ai beaucoup abusé de votre patience. On pose